L'être humain possède 46 chromosomes répartis en 23 paires, dont 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes, encore connus sous le nom de chromosomes sexuels, dénommés X et Y. Mais dans certains cas, il est constaté une anomalie chromosomique congénitale au niveau de la 21e paire, connue sous le nom de trisomie 21 ou encore de syndrome de Down. Cette maladie peut avoir plusieurs conséquences, dont un retard cognitif. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, environ 3 000 à 5 000 enfants en sont victimes. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro d'Instant Santé où je reçois le docteur Éric Lebonda, spécialiste de médecine physique et de réadaptation, pour parler de la trisomie, comme vous l'avez compris, une maladie dont la célébration a lieu chaque 21 mars à travers le monde. Merci docteur d'être sur ce plateau de Gabon 24. Merci madame de m'avoir invité. Docteur, la définition a certes été donnée, mais nous voulons la vôtre. Comment définissez-vous la trisomie 21? Alors, il n'y en a pas plusieurs. La trisomie 21 est une triplication, donc une multiplication donc, des paires chromosomiques, donc 21. Au lieu d'en avoir deux paires 21, on en a trois. Et donc, ce qui fait la trisomie qui a été découverte en tant que maladie chromosomique en 1959. Mais avant, la trisomie, avant d'être trisomie, s'appelait syndrome de Down parce qu'elle a été découverte par John Langdon Down, un médecin anglais, et qui avait fait un certain nombre de recherches et qui les a publiées, et dans lesquelles il y avait un certain nombre de signes cliniques qu'il avait notés et qui faisaient donc la particularité de ce syndrome. Ce sont des signes cliniques donc liés au faciès, liés à la morphologie générale et bien d'autres aspects, vous avez rappelé, les aspects cognitifs. Et donc tout ceci constituait à cette époque-là le syndrome de Down. Et donc plus tard, les recherches allant bon train, il a été donc découvert par le médecin français Lejeune, donc la triplication donc, du chromosome, de la paire de chromosomes 21, ce qui a donné donc le nom à la maladie définitivement appelée aujourd'hui trisomie 21. Docteur, nous voulons comprendre cette maladie. À quoi est-elle due finalement? Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme au point d'en arriver là? Alors, ce qui se passe, c'est au moment de la division cellulaire, vous savez, on a une division à chaque moment de vie. Vous avez une première division qui se passe quand il y a fécondation. Mais pour ce qui est de la trisomie 21, en principe, vous avez, pour ce qui est des chromosomes, une paire mâle, disons un chromosome mâle et un chromosome femelle. C'est ces deux-là qui constituent donc le matériel génétique du nouvel enfant. Chromosome XY? Non, on est dans les paires autosomiques. D'accord. Voilà, donc XX qui viennent donc du père et de la mère pour constituer donc le matériel génétique qui va se retrouver en principe dans toutes les cellules, en dehors des cellules des gamètes, donc des cellules de reproduction. Et donc, au moment de cette division, de cet accouplage chromosomique, vous avez donc une anomalie qui survient avant la fécondation. Donc, parce que chaque parent donne un certain nombre de chromosomes, comme je vous l'ai dit. Et donc, avant d'arriver à la fécondation, vous avez chez le matériel génétique de la maman, qui n'est même pas porteuse, mais au niveau de cette division, au niveau de la méiose, il y a donc, au lieu que la méiose se fasse de façon optimale, vous avez donc une anomalie qui se fait, et puis ensuite, c'est tout un ensemble de phénomènes qui font que on arrive donc au niveau de la paire 21 à une anomalie qu'on appelle trisomie 21. Donc, dites-nous, docteur, peut-on la déceler au cours des visites prénatales? Alors, visites prénatales telles qu'on les fait de façon habituelle, non, parce qu'après, il faut aller chercher, il faut faire un dépistage. Si vous me parlez de dépistage, oui, on peut arriver à faire un dépistage, surtout vers la fin du premier trimestre. Et parfois, au milieu du deuxième trimestre, il y a des possibilités, ce qu'on appelle donc le choriosynthèse et puis ensuite la myosynthèse. On peut arriver à déterminer donc si
le fœtus ou bien le bébé à naître sera trisomique ou pas. Il y a des possibilités. Donc, ce n'est pas tellement des consultations prénatales comme on les entend. C'est-à-dire que vous allez voir votre médecin, gynécologue, qui vous fait donc un certain nombre de calculs de paramètres et puis déterminer si la grossesse est viable ou pas. Mais ici, c'est vraiment à la recherche d'un signe particulier. Ça ne se fait pas chez nous parce que dans notre calendrier prénatal, ce n'est pas un examen obligatoire. D'accord, docteur. Quels sont les facteurs de risque liés à cette maladie? Alors, les facteurs de risque, l'un des principaux qui a été plus ou moins défini et documenté, c'est l'âge de la maman, de la parturiente. Plus l'âge est avancé, et plus il y a des chances de le faire. Mais ça reste des chances infimes, mais des chances quand même. Il y a une augmentation de possibilités, sinon des cas de trisomique chez une maman d'un certain âge. Et lorsque vous parlez de l'âge, vous faites allusion à quel âge? Alors, au-delà de 38 ans, c'est ce qui est dit dans la littérature, au-delà de 38 ans, on peut avoir un risque majoré. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes de 38 ans vont le faire, non. Simplement qu'il y a un risque majoré, et ça, c'est des situations épidémiologiques qui nous l'enseignent. Et en dehors de l'âge, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque? Alors, pour deux parents jeunes et qui n'ont pas de facteurs particuliers, en principe, c'est une anomalie qui est aléatoire. Okay, voilà, donc il n'y a pas un facteur particulier de risque. C'est une anomalie aléatoire qui peut arriver au moment de la division cellulaire, simplement. Dites-nous, pour les personnes qui en souffrent, quelles peuvent être les conséquences à court, moyen et long terme, en dehors du déficit cognitif? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le déficit cognitif ici, c'est un des principaux signes, d'accord, qui va accompagner vraiment l'enfant trisomique jusqu'à l'âge adulte et au-delà. Vous avez, j'ai parlé tout à l'heure de signes physiques. Alors, l'enfant qui naît trisomique, le diagnostic est quasiment instantané à la naissance parce qu'il y a des signes particuliers. Vous avez un certain type de faciès, vous avez un certain type de morphologie des mains et des pieds, des doigts de main, des orteils au niveau des pieds. Et vous avez, pour les organes internes, des cardiopathies, par exemple, des maladies cardiovasculaires qui sont à peu près le risque majeur en termes de survie de ces enfants-là. Vous avez donc aussi des maladies rénales, les maladies du tube digestif avec les atrésies du duodénum, c'est-à-dire les sténoses du duodénum, c'est une partie de l'estomac, et tout un tas d'autres choses qui peuvent concourir donc à avoir le phénotype que nous remarquons et que nous constatons. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un facteur infectieux important parce qu'ils sont sujets, ils sont sensibles aux infections. Donc, tout cet ensemble de choses fait qu'il faut un suivi particulier et précoce. Et peu importe l'âge, docteur? Alors, peu importe l'âge, simplement, si l'enfant trisomique évolue dans son environnement, certes, il a une sensibilité particulière à tout ce que je viens de dire, mais c'est des prises en charge. Et progressivement, on va arriver donc à réduire le risque vital, sans compter que plus tard, il y a un risque particulier d'avoir un certain nombre de maladies dégénératives qui peut survenir en fonction de l'âge et de la particularité de chacun. Est-ce qu'une femme trisomique peut donner naissance à un enfant normal? Alors, une femme trisomique, oui. De façon statistique, oui. Environ 50%, mais il y a quand même un gros risque de faire un enfant trisomique en cas de... Mais les maternités sont possibles. Sont possibles sans avoir après un trait particulier de trisomie. Peu importe l'état du papa, du futur papa? Alors, si vous avez deux parents trisomiques, ça augmente encore le risque, parce que ça, encore une fois, c'est des données épidémiologiques. Ça augmente le risque d'en avoir, oui. On est à peu près à 50% de risque quand on a un enfant, disons une maman trisomique.
Dites-nous, docteur, la trisomie 21 est-elle une maladie héréditaire ou non? Alors, si on entend par hérédité au sens strict, non, ce n'est pas une maladie héréditaire parce que ce n'est pas la maman ou le papa, ou en tout cas l'un des parents, porteur d'une certaine tare génétique qui va la transmettre, mais simplement que c'est des situations particulières qui vont faire que, même étant sain, entre griffes, vous allez pouvoir donner un enfant avec une anomalie chromosomique, simplement. Donc, en termes clairs, ce n'est pas une maladie au sens strict héréditaire. Quel est le devenir des personnes touchées par cette maladie? J'y arrive. Le devenir, c'est un devenir fonctionnel qu'il faut regarder. Comment vivent-ils avec leurs particularités? Ça va être des adultes avec leurs particularités. Okay. Parce qu'on peut arriver jusqu'à une certaine espérance de vie qui n'est pas négligeable, qui peut avoisiner même l'espérance de vie de la population générale. Docteur, vous qui êtes au contact des personnes qui souffrent de cette maladie, partagez-nous un peu les réalités de ces derniers. Alors, les réalités d'un patient trisomique sont complexes. Complexes dans le sens où c'est quelqu'un qui doit être accompagné au plan médical depuis sa toute jeune enfance, c'est-à-dire depuis sa naissance et jusqu'à son vécu en tant qu'adolescent et adulte, parce qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, les difficultés également vont avec l'âge, parce qu'il y a un intérêt particulier à s'insérer dans la société. Mais quand on a une certaine déficience ou un certain type d'incapacité, ça devient un problème. Donc le vécu, il est plus ou moins difficile, mais pas seulement pour lui, mais surtout, il faut plutôt s'intéresser aux parents, parce que c'est eux qui vont porter cette charge depuis le début jusqu'à l'âge de l'autonomisation. Y a-t-il des cas de trisomie 21 plus ou moins critiques que d'autres? Alors tout à l'heure, en parlant donc de la trisomie en tant que désordre chromosomique dans la division cellulaire, donc la division chromosomique, il faut retenir qu'il y a trois principales sortes, sinon trois principaux types de trisomie. Vous avez le type 1 qui représente à peu près 95% des cas de trisomie, c'est le type standard, donc, où l'anomalie se répercute sur l'ensemble des cellules, l'ensemble des chromosomes et dans toutes les cellules. Okay? Vous savez, dans chaque cellule de notre corps a un matériel génétique le même. Et donc, dans ce cas-là, vous avez un ensemble, donc tout l'ensemble d'organismes qui portent cette marque. Le deuxième type, c'est le type dit en mosaïque, c'est-à-dire que vous avez, pour certaines cellules, le trait trisomique, et pour d'autres, pas du tout. Et donc, un certain nombre de cellules va donc porter ce trait, et pour d'autres, pas du tout. Ce seront donc des cellules normales, dites normales. Et ça représente pas grand-chose, c'est à peu près 2% de l'ensemble des trisomiques. Et vous avez un autre type de trisomique, c'est le type par translocation, c'est-à-dire que vous avez une partie simplement du chromosome 21 qui porte la tare et qui va se disloquer, se transloquer sur un autre chromosome, une autre paire de chromosomes. Et ça, donc, généralement, statistiquement, on a constaté que c'était surtout la paire 14. Mais toutefois, le type en mosaïque, on dit qu'il est un peu plus léger, mais c'est surtout sur le versant cognitif. Vous voyez, les différences se font à ce niveau. Et quand on parle de cognitif, il faut rappeler que tout ce qui est cognitif, c'est toutes les fonctions supérieures, d'accord ? Le langage, la parole, la mémoire, les praxies et autres, bon, des termes savants pour dire que tout ce qui contrôle l'être humain dans son environnement. Okay ? Donc, c'est ça qui est cognitif. Et si vous avez un trait particulier, donc le quotient
intellectuel c'est un examen qui est fait par des psychologues, et donc une certaine déficience intellectuelle qui est accouplée à cela. Donc la différence peut être à ce niveau-là, mais bon, ça reste quand même des trisomiques avec leurs particularités. Y a-t-il une prise en charge particulière? Alors, prise en charge particulière, oui, parce que c'est une pathologie particulière. Et comme je vous l'ai dit, la prise en charge doit commencer très tôt en centre spécialisé et de rééducation, en l'occurrence, sans compter qu'il y a, je vous ai parlé tout à l'heure, donc de problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, des problèmes digestifs, tout ça doit commencer très tôt. Parce que s'il faut opérer, par exemple, une circulation interventriculaire, il faut y aller tout de suite parce que ça y va donc de l'espérance de vie après. Donc c'est un risque vital qu'il faut prendre très tôt au sérieux, dont il faut prendre au sérieux très tôt pour éliminer donc les possibles problèmes de santé ultérieurs. Donc très tôt, le patient diagnostiqué trisomique, d'abord cliniquement et ensuite par un examen qu'on appelle le cariotype, très tôt, il doit être suivi par l'ensemble de ces spécialistes dont j'ai parlé. Et en ce qui concerne les déficiences physiques et cognitives, c'est du domaine de la rééducation, donc voilà, domaine donc, de médecins spécialistes de rééducation, de médecine physique et de réadaptation. Docteur, vous dites qu'il faut s'y prendre très tôt. Très tôt, c'est après combien de mois ou combien d'années, selon vous? Alors, généralement, en salle d'accouchement, et dès le premier examen postnatal fait par le pédiatre, on a déjà une suspicion. Okay, ça peut être difficile en fonction des traits du faciès ou bien alors du phénotype particulier de l'enfant trisomique. Dans tous les cas, ces enfants sont vus très vite en consultation de néonatologie et donc on peut avoir rapidement une suspicion et ensuite faire un examen particulier donc, que j'ai rappelé, qu'on appelle le cariotype. Donc très vite, cette suspicion a été mise au goût du jour. Il faut adresser donc à cette coordination de soins en termes de soins spécialisés donc en cardiologie, en néphrologie, en chirurgie digestive et en rééducation. Et donc il faut un ensemble donc, de spécialistes, donc de partenaires pour faire évoluer l'enfant dans l'environnement qui sera le sien. Dès le départ. La rééducation peut commencer au bout de 3 mois de vie. Il ne faut pas attendre. Parce que dans les déficiences physiques, vous allez avoir donc une certaine hypotonie, ce qu'on appelle hypotonie, le corps est tout à fait mou. Il faut lui donner rapidement les outils pour qu'à l'âge de la station assise, qu'ils aient des facilités. Et progressivement dans le développement qu'il va avoir au cours de sa vie. Dites-nous, est-ce que vous êtes en contact permanent avec des associations, des personnes atteintes de trisomie 21? Oui, en contact, parce que c'est très important. Alors, il faut même les susciter. Il faut même susciter toutes ces associations-là, parce que une cause aussi importante ne se traite pas qu'au niveau donc, des centres de santé, au niveau des services spécialisés simplement. Il faut un accompagnement global avec les parents, parce que les parents, vous savez, il faut savoir faire le deuil de l'enfant. Je vous ai dit, c'est vrai qu'on peut détecter avant la naissance, mais généralement, ça ne se fait pas. Et donc, l'enfant qui naît arrive avec un trait qu'on n'a pas prévu. Et donc, les parents doivent être sensibilisés à cela. Et pourquoi regrouper les parents au sein des associations qui existent? C'est pour partager un certain nombre d'expériences, mais surtout de faire le plaidoyer aussi auprès des décideurs, des pouvoirs publics, pour donner un certain nombre de facilités, parce qu'une fois que ça commence, ça ne s'arrête plus, la prise en charge. Donc les associations, oui, on est en contact, et on travaille d'ailleurs main dans la main. Je prendrai le cas d'une association que je suis régulièrement, Gravir les montagnes,
qui est une association donc, au sein de laquelle il y a des enfants trisomiques. Donc ça, c'est important pour le professionnel de santé, pour les parents, mais également pour le devenir de l'enfant. Docteur, nous allons passer à la question du téléspectateur. Nous avons tendu notre micro aux Gabonais et je vous laisse découvrir leurs questions. Okay, oui, docteur, ma question est la suivante. Est-ce que ces personnes ont la possibilité ou pourront avoir la possibilité de travailler dans les administrations de la place, on va dire? J'aimerais savoir quelle est la politique qui est mise en œuvre pour pouvoir éradiquer cette maladie. Docteur, vous avez écouté comme moi les questions des téléspectateurs. Des réponses? Alors, la première question, c'est, je reprends la dernière. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour éradiquer? On ne parlera pas d'éradication ici parce que ce n'est pas, une infection où on peut agir sur le gène, enfin disons l'antigène et détruire la maladie. Ici, il s'agit du patrimoine chromosomique, donc génétique de l'individu. Et je vous ai dit, ce désordre arrive de façon aléatoire. Donc, dans certains pays, ils ont mis en œuvre des consultations prénatales, justement, de dépistage avant naissance, mais pour quelles conséquences? C'est-à-dire que si l'enfant est trisomique, qu'est-ce qu'on en fait? Vous comprenez? Chez nous, ça ne se passe pas parce que peut-être qu'on n'a pas choisi cette option-là. Donc l'enfant naît. Ce qu'il faut faire, c'est de lui donner les moyens de s'insérer dans la vie. Donner les moyens aux parents d'aider leur enfant, et qui est un citoyen comme tout autre. Donc on ne peut pas, je m'avancerai vraiment à dire qu'on peut éradiquer. Par contre, aujourd'hui, les recherches vont dans un autre sens, c'est-à-dire comment trouver des moyens pour stopper, disons, au moment où la réplication est déjà faite, comment faire en sorte que ça ne soit pas aussi visible, etc. Bon, là, c'est des questions de recherche qui n'ont pas encore abouti jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas éradiquer, je ne pense pas que c'est vraiment à propos. Par contre, on peut mettre beaucoup de moyens dans l'assistance, l'accompagnement, et pour que la vie soit beaucoup plus agréable pour ceux-là. Et la première question qui parlait de qu'est-ce qui est fait, n'est-ce pas? Je pense que c'était un peu ça. L'intégration. L'intégration, justement, pour ces enfants. Là est la question, la grande question, d'où l'importance des associations. Les associations peuvent faire ce plaidoyer-là. Qu'est-ce qui est fait? Un enfant qui naît et qui est découvert, disons, qui est diagnostiqué trisomique, à ce niveau-là, il ne se pose pas de problème puisque vous accouchez dans un centre de santé, vous avez des professionnels de santé qui sont là et qui sont au fait de cette maladie, donc qui doivent guider donc, les parents vers les centres de soins conséquents. Après, je vous ai dit, c'est tout au long de la vie. Qu'est-ce qui est fait pour lui donner plus de chance à l'éducation? Parce qu'il a un droit à l'éducation, un droit au travail. Ça, c'est vraiment la bataille à faire. Il faut éviter de stigmatiser, mais plutôt d'insérer. On n'est pas vraiment dans une logique d'insertion. Aider peut-être les parents à soutenir leur enfant, parce que dans tous les cas, les parents sont aux premières loges pour ce travail-là, mais c'est la société qui doit accompagner. On a une caisse nationale d'assurance maladie qui prend en charge donc à 80% certains soins, mais seulement certains soins, parce qu'il y a d'autres, notamment accompagnement éducationnel, qui n'est pas pris en charge, parce que c'est un enfant, mais qui a ses particularités. Merci docteur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Votre mot de la fin? Alors, en tant que professionnel donc, de la rééducation du handicap, nous avons un intérêt particulier, puisque
ces situations sont nombreuses. Je les vois au quotidien. Nous avons un intérêt particulier à faire en sorte que le circuit de soins dû à l'enfant trisomique soit bien clarifié et que tous les professionnels de santé soient informés et sensibilisés sur ce circuit-là et que la population générale également soit sensibilisée sur ce problème-là. Il y a un intérêt particulier à ce que les enfants qui sont cachés dans les maisons sortent et qu'ils aillent vers les centres de soins, vers les associations qui sont là pour les aider à en sortir de cette difficulté particulière, ce handicap. Et donc, des émissions comme celle-ci, je vous en remercie donc, est une occasion pour attirer l'attention des parents, dans un sens, des soignants, et aussi donc des gouvernants pour que ces cas de handicap soient connus, mais qu'on valorise chaque citoyen selon ses capacités. Voilà qui est dit, la trisomie 21, encore connue sous le nom de syndrome de Down, est l'anomalie génétique la plus fréquente dans le monde. Les personnes victimes de cette maladie sont certes différentes de celles normales de par leur apparence, mais elles sont avant tout des personnes comme vous et moi qui ne demandent qu'à être aimées et être acceptées telles qu'elles sont. Sachez qu'un accompagnement précoce et des séances d'apprentissage permettent d'améliorer considérablement les capacités intellectuelles de ces derniers. Merci, docteur, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir regardés et n'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran et sur nos sites internet www.gabon24.ga. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.